De 1914 à 1915, l'uniforme du soldat belge connut une véritable métamorphose. Initialement vêtu de bleu, il adopta rapidement le kaki, même si le choix de cette teinte fut loin d'être évident. Le vert, le brun ou encore le gris figurèrent parmi les nombreuses couleurs envisagées pour les futurs uniformes de l'armée belge. Après de longs débats, 950 000 mètres de drap de laine brun, dit feuille morte, furent commandés à l'Italie en janvier 1915. Pourtant, lors d'une réunion le 17 février 1915 en présence du roi Albert, c'est finalement le vert qui fut retenu comme couleur de base, aux grandes dames du baron Édouard Empain, figure très influente de la commission d'achat. Ce dernier préférait le kaki, qu'il jugeait économiquement plus avantageux, d'autant que plusieurs pays en produisaient déjà massivement, ce qui faciliterait en théorie des achats en grande quantité. Après avoir adressé une lettre au Premier ministre Charles de Broqueville, qui était également ministre de la guerre, celui-ci se rallia à la position d'Empain. À la fin du mois de mars 1915, la conception du nouvel uniforme fut arrêtée. Il convient toutefois de noter que cette transition ne se déroula pas sans heurts. Retard de livraison, entreprise dépourvue de patron de couture, variation de nuances et de qualité du drap kaki selon les pays exportateurs. Un véritable chaos régna durant cette période. Fin juin 1915, les premières tenues kaki sont enfin distribuées en priorité aux troupes au front. Une circulaire du 17 juin ordonne par ailleurs aux militaires partant à l'arrière d'échanger leur tenue kaki contre le précédent uniforme bleu. Cette mesure prit fin le 4 octobre de la même année, lorsque les approvisionnements furent suffisants pour équiper toutes les troupes. Avant de commencer cette présentation, il convient de rappeler qu'il existait une grande variété de pièces d'uniforme et d'équipements en usage dans l'ABBL durant la Première Guerre mondiale. Il est dès lors impossible de tout aborder en détail. Dans cette vidéo, on se concentrera donc essentiellement sur ce qui est visible à l'écran. Le bonnet de police, également surnommé bonnet portefeuille, succède à la casquette d'inspiration britannique. Cette dernière, depuis l'introduction du casque Adrian, avait été reléguée à la tenue de repos et devait être rangée dans le havresac, ce qui avait pour effet de l'aplatir et de la déformer. C'est pour cette raison que le 20 avril 1916, le bonnet portefeuille entra en service. Sa forme permettait d'éviter ces déformations tout en étant moins complexe à produire que la casquette. La floche et le liseré reprenaient le code couleur du col de la vareuse, ici rouge et bleu pour l'infanterie. Un insigne d'unité figurait également sur la coiffe. Dans ce cas-ci, un chiffre brodé conformément à la directive du 24 mars 1916, qui remplaça progressivement les anciens insignes métalliques. Le pantalon présenté est un modèle 1915 dit d'hiver. Une variante d'été en coton existait également. Idem pour la vareuse, reprenant la même coupe que le modèle d'hiver, à quelques détails près. Le pantalon d'hiver est droit, doté de 2 poches latérales et muni d'une martingale permettant de resserrer la taille. La Belgique utilisa durant la guerre une grande diversité de chaussures, modèles britanniques B2 et B5, français ou encore américains. Les brodequins visibles ici sont français du modèle 1916. La semelle est cloutée pour allonger sa durée de vie. Par-dessus les brodequins se trouvent les guêtres modèle 1891-15, qui se distinguent principalement du modèle 1891, par l'ajout de rivets de renfort. Leur fixation s'effectue en passant le lacet de serrage sous la 3e rangée de lacets du brodequin, ce qui permet de les maintenir solidement en place. Elles peuvent être noires ou fauves. La vareuse, comme le pantalon, est du modèle 1915, dit d'hiver. Elle comporte un col droit, à pattes rouges et liseré bleu pour l'infanterie, ainsi que 4 poches extérieures, ce qui est une nette amélioration par rapport à l'ancienne veste modèle 1897 qui en était dépourvue. Sur les pattes d'épaule, on retrouve le chiffre régimentaire. De part et d'autre, des crochets sont cousus, permettant de soutenir le poids du ceinturon. Les boutons sont le plus souvent en zinc ou parfois en laiton noirci. Un lion est représenté sur chaque bouton. Il est à noter que les plis partant des poches de poitrine jusqu'au col de la vareuse ne sont ici pas réglementaires.
La capote modèle 1915 constitue l'évolution directe du modèle 1891. À l'origine dépourvue de pattes d'épaule, celles-ci furent ajoutées en août 1915. La capote se caractérise par une double rangée de 5 boutons, un col rabattu, des pans rabattables et un total de 5 poches, dont l'une est destinée à contenir un bandage. Nous retrouvons à nouveau une paire de crochets pour soutenir l'équipement. Tout comme pour l'uniforme, il existe un grand nombre de possibilités de configuration d'équipement au sein de l'armée belge. Celui présenté ici correspond à une dotation plausible adaptée aux besoins d'un tireur VB, sans pour autant couvrir toutes les variantes observées au front. En plus du pactage standard, on y retrouve donc plusieurs pièces propres à sa fonction, comme la musette destinée à l'emport de grenades VB ou la housse du tromblon. Le cascadrian fut accueilli dès novembre 1915. Les premiers exemplaires étant jugés trop brillants, les soldats reçurent bien vite l'interdiction de les astiquer et des couvre-casques en toile beige furent distribués. Les fabrications belges sont caractérisées par des fentes d'aération, mais ces dernières ne sont pas toujours présentes. Ce couvre-casque fut finalement interdit en février 1917, étant jugé de teinte trop claire, ce qui constituait une cible facile pour l'ennemi. Le casque en lui-même possède un insigne à l'effigie du lion et une jugulaire en cuir de chèvre. La taille peut être ajustée avec différentes sous-tailles de coiffe et l'ajout de gaufrettes ou non. Par temps froid, nous pouvons également observer le port d'un bonnet tricoté sous le casque. Le breulage présenté se compose d'un ceinturon à plaques sur lequel sont fixées la cartouchière ventrale, la pelle, la baïonnette, le sac à pain et la housse du tromblon. Le ceinturon modèle 1897 et la cartouchière modèle 1896, utilisés au début de la guerre, cohabitent avec les nouveaux équipements Gomez et Mills, jusqu'à la fin du conflit et même au-delà. La pelle Lindemann, logée dans son porte-pelle sur le côté gauche, est maintenue grâce à une sangle s'enroulant autour de son manche, puis du fourreau de la baïonnette, évitant ainsi tout entrechoquement. La baïonnette est une épée baïonnette française modèle 1886, destinée au fusil Berthier du tireur. La dotation théorique en pelle était de 100 par compagnie. On retrouve comme autres outils 12 serpes, une lime et 6 scies articulés, soit un outil pour 2 hommes par compagnie. Le sac à pain modèle 1896 est produit tout au long de la guerre dans divers coloris, avec des variations plus ou moins notables selon le fabricant. C'est ici une fabrication française. Le bidon d'1 litre y est logé dans une boucle en toile et maintenu en haut par un crochet. Il est recouvert d'une housse kaki fermée par des boutons pression. Sur le côté droit du ceinturon, le tromblon VB d'origine française est transporté dans sa housse en cuir. Il pèse 1,5 kg pour un diamètre de 50 mm. Par la suite, sanglée au torse du soldat, on retrouve une musette française modèle 1892, permettant le transport des grenades spécifiques à sa fonction, ainsi qu'un masque à gaz. Ce masque est le M2, ici dans sa version à 2 œilletons, avec armature métallique à griffes, introduit vers la fin de l'été 1916. Initialement livré dans une sacoche en toile, il est préconisé de stocker le M2 dans le boîtier métallique ovale du précédent masque TN, pour mieux le protéger des chocs et des intempéries. Au printemps 1916, un nouveau boîtier rectangulaire, plus adapté, fait son entrée. Ces boîtiers distribués en bleu horizon sont ensuite dotés de housses en drap kaki, variant fortement selon le fabricant, tant en qualité qu'en conception. À partir de 1917, les housses sont distribuées en plus petite quantité à cause d'une pénurie de textiles. Les boîtiers sont alors repeints manuellement en moutarde, mais certains maintiennent parfois leur peinture bleu horizon d'origine. Le M2 coexiste avec le TNH tout au long de l'année 1916.
Véritable pièce maîtresse, le havresac vient compléter l'équipement du soldat. Conçu en peau de vache, il offre une excellente résistance aux intempéries, tandis que son intérieur, soigneusement doublé et renforcé par une structure en jonc, lui permet de conserver sa forme et sa tenue, même lorsqu'il est lourdement chargé. Il se lie à la cartouchière ventrale via 2 contre-sanglots. L'espace interne du havresac est prévu pour accueillir des effets vestimentaires ainsi que des vivres. À l'extérieur, la gamelle est fixée sur la face avant et la couverture enroulée dans la toile de tente sont elles attachées sur le pourtour du sac. 2 poches latérales complètent cet agencement en renfermant la moitié de la dotation en munitions du fantassin, soit un total de 60 cartouches. Le havresac est par ailleurs théoriquement conçu pour pouvoir être utilisé comme coussin lors des bivouacs et la toile de tente participe elle aussi à cette logique de polyvalence, puisqu'au-delà de sa fonction première d'abri, la fente en son centre permet de l'utiliser comme poncho en cas de pluie. Dès août 1914, la Belgique reçut une petite quantité de fusils Lebel, accompagnant la première livraison de fusils Gras 1874. Toutefois, suite à la situation critique à laquelle la France faisait face en matière d'armement, Paris réclama le retour de ces fusils dès décembre de la même année. La Belgique accéda à cette demande en janvier 1915, rendant ainsi ses Lebel. Ce n'est qu'en novembre 1915 qu'une nouvelle livraison fut annoncée. 3000 fusils Lebel devaient être fournis. Le 1er décembre, l'état-major belge décida d'équiper les unités de l'arrière avec ces armes, afin de réserver les fusils Moser 1889, plus modernes et plus fiables, aux troupes combattantes du front. Cette mesure concernait notamment les aérostiers, les troupes de chemin de fer et d'autres services auxiliaires. A noter qu'à l'époque, on parlait officiellement de fusils Lebel, mais il s'agissait en réalité d'une erreur administrative. Les armes livrées étaient des fusils Berthier modèle 0715 et non des Lebel modèle 1886-93. C'est avec l'introduction du tromblon VB, destiné au tir de grenade, que le recours au fusil Berthier devint indispensable en première ligne, le Moser 1889 belge n'étant pas compatible avec le tromblon. Néanmoins, l'usage du tromblon VB sur un fusil Berthier n'était pas totalement optimal. La crosse, qui était connue pour être relativement fine, était plus susceptible de se fissurer lors de tirs intensifs au tromblon. D'autres soldats de première ligne seront équipés de fusils Berthier, mais seulement si leur fonction le nécessitait, tels que les pourvoyeurs Chauchat, afin que tous aient le même calibre sur eux. La grenade VB se présente sous la forme d'un cylindre en fonte muni d'un quadrillage interne et pèse en moyenne autour de 490 grammes, dont 60 grammes de chédite. La grenade comporte 2 tubes internes, l'un central est destiné au passage de la balle, tandis que l'autre abrite le détonateur. Le tir s'effectue avec une cartouche ordinaire dont l'ogive traverse le tube central. En passant, celle-ci pousse une patelette qui écrase une amorce, déclenchant le retardateur interne. L'explosion survient après environ 8 secondes. Les gaz générés par le tir de la cartouche suffisent à propulser la grenade hors du tromblon et l'angle d'inclinaison du fusil permet d'ajuster la distance du tir.